Aujourd'hui à l'émission, on parle d'objets récupérés, d'objets réparés. On commence avec les objets réparés. On recule au 19e siècle et les industries arrivent. En découlent des objets à usage unique, les contenants de fer blanc, les bouteilles. À cette époque-là, on n'a pas de poubelle, pas de bac brun, pas de recyclage. On est pris avec ces résidus. Le fer, on l'accumule, on le garde pour le ferrailleur, alias le guenillou, qui passe de temps en temps dans les villages et dans les villes pour les ramasser. Les bouteilles, on les accumule, puis souvent une fois par année, au printemps, on les lance dans le fleuve ou près d'un cours d'eau. C'est notre façon un peu de se débarrasser de nos objets. Mais on essaie de le faire le moins possible parce que tout est un peu précieux. Donc, on ne jette pas les objets cassés ou peu, on essaie de les réparer. Passent dans les villages et dans les villes les réparateurs de faïence. Leur spécialité, c'est simplement de réparer la céramique, les assiettes qu'on a malheureusement cassées lors d'un service. Le réparateur de faïence se déplace de village en village, de ville en ville. Il crie qu'il est arrivé dans une place, cogne aux portes. Lorsqu'on a une pièce qui a été brisée, on la garde, on attend que ce dernier passe et on lui présente notre pièce brisée. Donc, on prend cette assiette qui a été raccommodée par le réparateur de faïence. Ça a été cassé en deux, donc on utilise à l'époque une colle faite à base de blanc d'œuf et de chaux et on perce des trous à des endroits stratégiques que le réparateur choisit. Il perce ces trous à l'aide d'une foreuse à archet, dispose d'une broche qu'il va essayer de camoufler le plus possible. Donc, on voit à l'intérieur l'absence de la broche. Et souvent, cette réparation va être vraiment efficace, assez pour assurer l'étanchéité de la pièce, si c'est un pichet ou un pot à l'eau, ou peu importe. Le réparateur peut faire diverses pièces. On a quelques exemples. On a un pichet ici. La crampe est ici. Donc, la pièce était cassée en deux. Donc, toujours à l'aide de colle à base de blanc d'œuf et de chaux. On colle les joints et on broche de chaque côté. Donc, on ne perd pas trop de l'esthétique et certains réparateurs enlevaient la broche et utilisaient un mastic qui avait un peu d'émail à l'intérieur pour camoufler les trous. On le voit même sur des pièces de verre. Donc, ici, on a une pièce en verre moulé et c'est vraiment réparé assez finement et c'est à l'intérieur qu'on peut retrouver la plus grande cicatrice. Grâce au réparateur de faïence, on peut réutiliser nos pièces de porcelaine, mais aussi des fois, on pouvait réparer nos pièces nous-mêmes. Et à quel point tout était précieux, on a un exemple ici d'un morceau de lin qu'on s'en servait pour soit essuyer la vaisselle ou peu importe. Et c'est impressionnant à quel point le morceau a été rapiécé. Et même, on peut voir au centre quelques morceaux de broche pour bien fermer les trous et ainsi pouvoir le récupérer et le réutiliser. La fin de vie est loin. Ensuite, quelques pièces sont faites plus simplement. Donc, ici, on a une manche brisée qui a été réparée tout simplement à l'aide d'une broche. Bon, l'expression réparer à la broche à foin, ça peut s'attribuer à ce genre de réparation, mais c'est usuel, c'est fonctionnel, ça marche, on peut le faire nous-mêmes, pas besoin de personne. On pouvait aussi faire réparer nos pièces de fer blanc. On sait qu'un poêlon, on l'utilise à chaque jour. Un jour arrive un accident, la poignée lâche ou on perce le fond. Soit on fait la réparation nous-mêmes ou soit on va voir le fer blantier. Pas question de jeter, on réutilise. On évite ainsi d'avoir à acheter un autre poêlon. Donc ici, on voit la réparation.
qui est quand même très bien exécuté. Et sur cette petite pièce bien mince, donc c'était vraiment une pièce très abordable à l'époque. On prend quand même le temps de la réparer, on ne la jette pas. Les métiers ambulants nous permettaient de sauver nos objets. On a parlé du raccommodeur de faïence. Il pouvait avoir le réparateur de parapluie, le fondeur de cuillères qui passait de maison en maison faire fondre les cuillères des gens qui étaient à la base souvent en étain pour ressortir les pièces frémoulées. Aujourd'hui, on consomme beaucoup trop inutilement et on devrait vraiment s'inspirer de ces réparateurs ambulants et de toutes ces pièces réparées. Il arrive parfois que l'on entende encore le mot « guenillot ». Il sert généralement à qualifier une personne mal habillée. On connaît moins bien le personnage auquel il fait référence. Au 18e et 19e siècle, le guenillot se promène dans les villes à pied pour ramasser presque tout ce qui lui tombe sous la main. Tissus, fils de laiton, pièces de fer blanc et de cuivre, os, gras, etc. En campagne, à cause des distances à parcourir, il se déplace avec une charrette tirée par un cheval. Il paraît que son nom viendrait des gens qui crient à la fenêtre « Guenille, houhou » pour avertir qu'ils ont quelque chose à donner ou échanger. Il donne quelques sous en échange de ce qu'il ramasse. Par exemple, au début des années 1900, une pleine poche de tissu peut valoir 10 sous et jusqu'à 25 sous si c'est de la laine. Durant l'hiver, il classe tout ce qu'il a ramassé et le revend à des guenillots en gros qui, eux, fournissent des manufactures canadiennes et américaines. Les tissus et les restes de cordage servent à faire du papier, la laine du tissu neuf, le gras du savon et les os de l'engrais. Il y a encore aujourd'hui quelques rares ramasseurs de ferraille qui achètent toutes sortes de rebuts de fer dont les gens ne veulent plus. Ils sont les derniers descendants des guenillots. OCNI, objet connu non identifié. Même pour les antiquaires, il existe des objets qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Par contre, dans notre Vox Pop, on vous présente des OCNI que nous, on connaît. Les connaissez-vous? Ben, c'est mou en dedans. Ça a l'air de comme pouvoir brûler. C'est comme peut-être une ancienne machine à compost là, pour faire brûler l'intérieur. Je sais pas. C'est ça, là. Une bougie peut-être pour l'extérieur. Les anciens aménagements paysagers. Ça, c'est comme... Je garderais ça à côté de mon lit, là. Moi, ce que j'ai le goût de faire, là, j'ai des poils de fonte, là. On dirait qu'on a le goût de garder ça à côté du lit. Quelqu'un qui arrive, là... Comment ça, t'as la poignée? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui brûle, en tout cas, sur le dessus. C'est comme un gros cochonnet pour jouer au pétanque, pour le monde qui a plus de muscles. Dans ces artefacts récupérés qu'on a retrouvés aujourd'hui, il y a souvent les enseignes commerciales. À l'époque, les gens réutilisaient l'affichage désuet, soit parce que le commerce avait fermé, soit parce que le commerce avait changé son affichage. On utilisait le matériel pour l'affiche, soit pour couvrir des planchers qu'on allait changer, boucher des trous dans notre grange à foin. Et ici, on a un exemple d'une affiche qui vient de Deschambault, du commerce de Marcel Réaume, commerce qui était adjacent au magasin d'antiquités, qui a été dans le voisinage de Deschambault pendant de nombreuses années. Donc, l'affiche assez surdimensionnée, lettrée à la main, avec un faux fini de bois, était en façade du magasin du 222 Chemin du Roi. Et lorsque le commerce a changé de vocation, ces affiches ont été désinstallées de la façade et ont été réutilisées pour couvrir le nouveau plancher des logements adjacents.
On peut voir qu'il reste encore des traces de prélat. Cette publicité a été retrouvée lorsque la rénovation a eu lieu récemment. Donc, c'est intéressant parce qu'on a découvert une publicité qui faisait partie du patrimoine visuel de Deschambault parce que les gens à l'époque ont récupéré cet affichage pour lui donner un deuxième usage. Autre exemple d'affiche récupérée, on a ces enseignes commerciales d'un concessionnaire automobile de Saint-Anne-de-la-Pérade. Il faut dire qu'à l'époque, après la guerre, les garages se multiplient, il y en a beaucoup. On en voit apparaître dans les villages, dont ce garage d'Yvon Automobile, détaillant Chrysler Plymouth. Antonio Yvon était bien ami avec Jean-Marie Dussault, fondateur et propriétaire d'Antiquités Deschambault. En 1990, Antonio entre en contact avec Jean-Marie pour lui vendre des restants de bois. Jean-Marie, antiquaire et récupérateur dans l'âme, achète et récupère ses enseignes commerciales à M. Antonio et les garde tout simplement pour le matériel. Donc, Jean-Marie les entrepose, les garde au cas où il y aurait besoin de venir 3/4. Et, ironie, aujourd'hui, l'affichage commercial est très collectionné. Ça fait partie du patrimoine visuel et on les vend non pas pour le matériel, mais bien pour l'affichage visuel. Une chandelle? Bouer la nuit, faire flotter sur l'eau, puis il y a une flamme ici. J'ai-tu le droit de taponner là? Très lourd, en tout cas. C'est ça. Ils les attachaient là de même, là, une à côté de l'autre. Là. Puis c'était super beau le soir quand t'arrivais sur le bord du quai. Moi, je dis que c'est soit une genre de pesée ou une lampe. Bon, j'irais avec quelque chose pour faire de la lumière. On dirait que je trouve ça plus intéressant, moi, pour assommer quelqu'un. Arme d'autodéfense. Ben, j'irais... Oh, une torche. Il s'agit d'une bombe de route ou en anglais la cannonball. Cette lampe à l'huile servait à signaler des travaux routiers ou un accident. On l'utilisait avec de l'huile et souvent, pour éviter le gaspillage, de la vieille huile de garage, ce qui causait une fumée qui était autant visible que la lumière émise par la lampe. Cette lampe à l'huile a été remplacée vers la fin des années 60-70 par le fameux cône orange.